BDO. J'ai commencé à investir en 2014, plutôt de façon opportuniste. Il y a énormément de choses qu'on connaît et qu'on peut transmettre à des entrepreneurs. Une histoire, quand on l'a dit, tout cool, mais c'est en faisant qu'on peut avoir le plus de problèmes. Dans ce milieu-là, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vanessa Proust, une investisseuse influente, ancienne associée chez EY qui s'est reconvertie dans l'investissement en capital risque, notamment pour les startups en early stage. Après avoir gravi rapidement les échelons pour devenir associée, elle quitte EY en 2022 pour se consacrer à temps plein à l'investissement dans les startups, captivées par leur potentiel de réussite et d'innovation. Elle est cofondatrice et PDG de NeoFounder, une société d'investissement qu'elle a lancée avec une vingtaine d'autres diplômés de Neoma Business School. Cette société investit dans les startups européennes prometteuses avec un accent particulier sur l'impact. Outre NeoFounders, Vanessa a lancé récemment One Green Club Deal, une initiative visant à créer une communauté d'investisseurs pour soutenir les startups, tout en offrant un canal de communication fort entre les entrepreneurs et les investisseurs. Vanessa est également active dans la promotion de la diversité dans l'espace de l'investissement, en s'efforçant de soutenir les fondatrices de startups et de réduire les biais dans les processus de financement. Je suis donc très heureux de la recevoir. Salut Vanessa. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Écoute, merci à toi. Tu as un parcours qui est très particulier. Je pense qu'on va passer pas mal de temps dans le podcast pour essayer de comprendre, parce que on est confrères à la base, on va dire, commissaires aux comptes. Sauf que je connais pas beaucoup de commissaires aux comptes qui soient devenus investisseurs derrière et qui est notamment ta réussite. Donc ce sera assez intéressant d'en parler. Puis j'aimerais bien avoir ta vision globalement sur l'industrie et un peu ta vision de ce qui se passe en ce moment. Donc voilà le programme pour aujourd'hui, si ça te va. Peut-être au début, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes origines? Tu viens d'où? Alors, je viens de la région parisienne. Donc, moi, j'ai grandi en région parisienne. Ensuite, j'ai fait mes études à Reims, à Neoma. Et après, j'ai intégré EY en tant qu'apprenti. Donc, il y avait très peu d'apprentis à ce moment-là. Mais pour moi, c'était une volonté de travailler assez rapidement. Donc, j'ai été apprenti pendant 2 ans chez EY et j'ai enchaîné ensuite par un CDI. Pourquoi les études déjà de commerce, enfin de business? Comme beaucoup, on ne sait pas trop quoi faire, on va faire une école de management ou il y avait déjà un projet? Pour moi, il fallait que je reste un maximum généraliste. Donc j'ai toujours pris des voies généralistes. Donc la seule chose que j'ai fait comme choix, c'était est-ce que je souhaitais faire une prépa scientifique ou une prépa économique. Et donc j'ai pris la prépa économique. Mais c'est vrai que c'était pas une vocation toute jeune de devenir... de faire des études dans le commerce. Et c'était pas une vocation de faire de l'audit non plus? Et c'était pas une vocation de faire de l'audit non plus. En fait, j'étais trésorière du bureau des sports, donc j'ai commencé à toucher un peu à ce qui est finance et comptabilité. Et j'avais vu dans un amphithéâtre des auditeurs présenter leur métier. Et en tant qu'étudiante, j'avais trouvé qu'ils s'exprimaient bien, qu'ils avaient l'air d'avoir des aventures palpitantes. Et je trouvais qu'ils étaient aussi beaux dans leurs costumes. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit que je voulais être apprentie, notamment parce que je savais que c'était hyper sélectif. Il y avait à peu près 150 candidatures qui étaient reçues pour moins de 10 places, donc ça me plaisait aussi de passer... C'est marrant que tu dis ça, je vais raconter une anecdote, je crois pas que je t'en ai déjà parlé, mais moi je suis rentré dans l'audit parce que mon père me parlait des auditeurs, les Men in Black, il me les appelait, dans leurs costumes cintrés, etc. Et j'ai démarré l'audit à cause de ça. Pareil. Donc, tu vois, comme quoi le look des auditeurs a un effet. Donc tu rentres chez EY apprenti, tu passes combien de temps au final? Chez EY, donc apprenti en 2006 et j'ai quitté EY en 2022, donc 16 ans à peu près. Ouais, donc quand même un temps relativement long dans une carrière. À la fois, qu'est-ce que tu as trouvé dans ce métier et quel est le regard que tu portes sur ce métier là aujourd'hui? Alors c'est une bonne expérience parce que même en tant qu'apprenti, j'ai eu pas mal de tâches hyper variées et intéressantes. J'ai pu faire de l'audit, mais j'ai pu faire du TS, pas mal de choses. Toujours ça qui m'a pas mal stimulée. Et aussi, alors chez EY, comme dans tous les autres cabinets d'audit et de conseil, il y a énormément de formations, à la fois techniques, mais aussi soft skills.
Et je me souviens que j'ai fait premier cours de négo, premier cours aussi sur la personnalité, savoir comment diriger une équipe et se connaître. Et ça a été une grosse partie qui m'a fortement intéressée. Et après, la possibilité de rejoindre pas mal de programmes pour se former, se développer et aller sur des grands clients côté du CAC 40, je sais que c'était ça qui m'a plu. Et puis gérer effectivement des équipes, et c'est assez stimulant quand on est jeune. Alors, on partage aussi autre chose, c'est l'expérience dans le secteur financier. Tu as toujours travaillé dans le secteur? Oui, c'est vrai que, alors là, c'est pareil, c'était lié à l'anecdote en amphithéâtre, comme quoi il faut pas sous-estimer le fait d'aller voir les étudiants en amphi. Je crois que c'est une des personnes qui m'a dit qu'elle avait fait un audit d'une société où il fallait compter des lingots d'or, et donc je trouvais ça hyper intéressant, et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans le secteur financier. En fait, en réalité, moi, j'ai jamais vu de lingots d'or, mais c'est vrai que ça m'intéressait, ce côté où on est dans le nœud de l'économie, en fait. Tout passe par la finance, par la banque, et donc ça permet de côtoyer différents secteurs et l'ensemble des secteurs. Et moi, j'ai pas mal travaillé sur les sujets de financement structuré et corporate pour des banques d'investissement, et c'était passionnant parce qu'on voyait toute crise économique, on voyait les répercussions aussi, et voilà, c'est assez intéressant de regarder toutes les notes de crédit. C'est ça qui me plaisait aussi, même lors des échanges avec les clients. Tu t'étais dit, quand tu es rentré dans ce métier, je vais faire ça 4-5 ans, effectivement, me former, apprendre des choses. Je pense que c'est aussi, ça fait partie de la promesse qu'on a vis-à-vis des étudiants. Et puis je partirai, j'irai faire autre chose. C'était déjà construit ou en fait Non, c'est vrai qu'au tout départ, j'avais pas forcément l'idée de rester autant de temps. Après, moi, je m'étais toujours dit, tant que je progresse rapidement et que ce que je suis en train de construire dans ma carrière me permet d'avoir une évolution exponentielle et de prendre des positions plus importantes, je reste dans le cabinet d'audit. Donc c'est ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'était pas construit au départ. En tout cas, donc il y a un séminaire d'intégration qui s'appelle Bénodet, et c'est sûr qu'à Bénodet, je me disais pas que j'allais être associée. En revanche, c'est vrai que je me suis jamais ennuyée sur le passage associé. C'est pour ça que je suis restée jusqu'à ces niveaux-là. Et j'ai pu progresser assez rapidement et passer relativement jeune, parce que c'est vrai que quand je suis rentrée en 2006, j'avais 20 ans, et je suis passée associée en 2019, donc plutôt jeune par rapport aux autres, et c'est ça qui m'a stimulée en fait. Alors, on le disait, tu quittes en 2022. Tu étais déjà dans l'investissement? Oui, alors au début, moi j'étais dans l'investissement comme un business angel. Donc moi j'ai commencé à investir en 2014, plutôt de façon opportuniste. À ce moment-là, des copains qui créent des sociétés, et donc on donne ce qu'on appelle de la love money. Donc là, on fait pas forcément beaucoup de travaux, si ce n'est la confiance qu'on a dans la personne. Et puis j'ai commencé à partir de 2018-2019 à plus investir, parce que je me suis rendu compte que c'était des sujets intéressants d'échange avec les clients, les CEO ou les membres des COMEX des grands groupes. Et comme c'est ce qui nous intéresse en tant que consultant ou même commissaire aux comptes, je trouvais ça assez passionnant. Parce qu'on voit que dans les conseils d'administration, le sujet talent, le sujet cybersécurité est important. Et donc je me suis intéressée à ce que pouvaient proposer des startups sur ces thématiques-là, pour avoir ces sujets d'échange et ce qu'on appelle les grandes discussions avec les clients. Ok, donc à la base, tu l'as fait pour pouvoir être dans la conversation Oui. avec tes clients en tant que commissaire aux comptes? Tout à fait. Je me suis rendu compte que parler de normes IFRS, aussi passionnantes ça intéresse pas elles beaucoup peuvent les être, conseils mais voilà, d'administration, c'est ça. Mmh. Malheureusement, ça n'intéresse pas parce que ça arrive en bout de course, c'est assez décorrélé des éléments de gestion, et pour pouvoir les intéresser, pour pouvoir gagner la confiance en fait de ces personnes-là, pour ensuite pouvoir travailler avec elles, il faut faire l'effort de s'intéresser à leur sujet de préoccupation. Et donc à travers les investissements en start-up, parce que ça a été aussi la grande époque de la création de tout ce qui est les départements innovation et les départements RSE. Donc, en s'intéressant aux startups qui sont sur ces thématiques-là, on intéresse ces personnes-là. Donc, effectivement, ça a été une de mes motivations. Un peu stratège, quoi. Un peu, mais après, ça me passionnait aussi. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était intéressant et utile aussi pour le business. Ok, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, c'est au moment où tous les grands groupes se sont mis à investir eux-mêmes dans des startups pour pouvoir capter des innovations, des sujets qui pouvaient impacter leur propre business. Effectivement, le sujet de l'investissement devenait hyper important pour ces conseils d'administration. Donc c'est à ce moment-là, finalement, que tu commences à t'intéresser à ces sujets, aux startups et à toi-même investir de façon plus industrielle. Oui, effectivement. Donc là, j'ai débuté à ce moment-là, mais
toujours comme un business angel. C'est-à-dire, on reçoit très peu de dossiers, on passe beaucoup de temps, sur les dossiers à les analyser et les dossiers qu'on reçoit, on les reçoit, voilà, de façon un peu opportuniste, mais sans forcément un gros travail de sourcing, des startups. Donc là, tu investis effectivement plus sur la base de la confiance de celui qui t'amène le dossier que réellement sur l'analyse de... C'est ça. À quel moment tu commences à te dire « Tiens, je vais en faire mon métier » ? Moi, je me suis rendu compte qu'investir dans les startups, c'était très passionnant parce que les entrepreneurs et les créateurs d'entreprises sont des personnes extrêmement engagés, totalement convaincus de leur business et c'est toujours très, stimulant et intéressant de travailler, à leur côté ou de les voir évoluer. C'est des personnes, où, quand on croit qu'elles ont touché le fond, elles arrivent, à remonter, elles ont énormément de ressources et moi, comme ce qui m'intéresse toujours, c'est de travailler avec les personnes les meilleures possibles, c'est à ce moment-là, progressivement, en investissant que, je me suis dit que, ça pouvait être intéressant d'en faire de plus en plus et pourquoi pas de bifurquer, totalement. Et après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on passe, associé dans un cabinet d'audit, le temps est long, en fait. C'est qu'associé, finalement, quand on passe vers, 32 ans, on peut rester 30 ans associé, alors que finalement, moi, je travaillais depuis, voilà, 10-15 ans. Donc en fait, c'est un temps qui est long, c'est pas la même courbe de progression et donc je me suis dit, comme on n'a, qu'une vie, autant, aller et continuer à progresser, en investissant et en choisissant une nouvelle voie plutôt que de rester, dans un cabinet où finalement j'avais atteint un des paliers, celui de l'association. Quand tu décides de partir, tu te lances, tu commences à investir de façon plus industrielle. En quoi elle t'a servi ton expérience dans l'audit et dans le conseil ? Ah oui, oui, si, beaucoup et d'ailleurs, elle me sert même, quotidiennement parce que justement, c'est ce que je disais, alors elle sert, sur plusieurs choses. Elle va servir aussi à coacher les entrepreneurs parce que nous, quand on vient d'un cabinet de conseil, vendre à des sociétés, on sait le faire. On sait toutes les phases que, des entrepreneurs ne connaissent pas, comme le fait de, se faire référencer, faire des appels d'offres, le timing de la vente. Donc il y a énormément de choses qu'on connaît et qu'on peut transmettre à des entrepreneurs. Et après, il y a aussi énormément de choses sur tout ce qui est soft skills, justement, parce que ces entrepreneurs, ils ont énormément de potentiel, mais justement, eux n'ont pas été formés. Ils ont été formés un peu à l'école, mais en fait, il y a énormément de choses qu'ils ne savent pas d'eux sur leur manière de réagir en façon de stress ou tous ces autres éléments. Et ça, c'est important de les aider à prendre du recul. Et après, évidemment aussi... Et je sais bien lire des contrats. Enfin, en tout cas, les gros documents volumineux ne me font pas peur. Je dis pas que j'aime faire ça, mais en tout cas, je sais les lire. Ça, c'est aussi intéressant. Et après, le côté audit, ça apprend à identifier rapidement les zones de risque et à voir quel type de due deal on peut faire light et quel type de due deal on peut faire pour sécuriser un minimum l'investissement. Donc, de toute façon, toute cette formation a été importante et permet d'aider au quotidien. Est-ce que tu peux du coup expliquer ce que toi tu regardes quand tu fais un investissement ? Alors, ça va dépendre du stade d'investissement, parce que moi, j'investis rarement, mais j'ai pu investir un peu en pré-seed. Donc, le pré-seed, c'est souvent quand il y a un PowerPoint, il y a peut-être 1 ou 2 clients, mais pas plus. Il y a très peu de chiffre d'affaires, donc ça, c'est l'idée. On a éventuellement un business plan qui a été construit ou pas par l'entrepreneur qu'on a en face. Parfois, ils le construisent à partir de modèles ou en faisant appel à un expert comptable ou à un financier. Donc là, ça n'a pas tellement de sens de regarder dans le détail, par exemple, des chiffres, parce qu'en fait, c'est des hypothèses, ils sont faux avec précision, parce qu'en fait, il y a souvent énormément d'onglets, des tonnes de colonnes et de lignes, mais on peut éventuellement challenger pour voir la philosophie qu'il y a derrière, mais en tout cas, on va pas faire comme en audit, à regarder et à chercher à auditer les chiffres. Moi, je vais plutôt regarder les motivations des entrepreneurs et savoir si c'est viscéral, cette envie d'entreprendre, si le problème qu'ils tentent de résoudre est un vrai problème qui leur tient à cœur ou pas, ou si ce sont plutôt des entrepreneurs lifestyle, et il y en a de plus en plus. Moi, ce que j'appelle l'entrepreneur lifestyle, c'est celui qui aime bien être CEO, co-founder sur LinkedIn, qui aime bien faire des posts, qui aime bien aussi cette expérience de vie qui, en fait, avant, quand on quittait l'école, on passait 6 mois en Australie à bosser dans un café puis à faire le tour de l'Australie ou le tour du monde. Là, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui, avant de se lancer dans l'emploi pur CDI, parfois se disent je vais créer ma boîte. Là, ceux-là, alors il peut leur manquer un peu d'expérience, mais limite, c'est pas grave, parce qu'en fait, en réalité, un entrepreneur, il peut l'être dès l'âge de 16 ans. Mais en revanche, il sera probablement pas suffisamment résilient pour faire face à tous les problèmes qu'il va rencontrer. Parce que sur un PowerPoint, tout fonctionne, en fait. Une histoire, quand on l'a dit
tout cool, mais c'est en faisant qu'on peut avoir le plus de problèmes. Et donc, il y a souvent, il y a le monde des idées, il y a le monde de l'action, et il faut comprendre dans quelle mesure la personne qu'on a en face de nous est capable d'agir. Donc, en pré-seed, c'est vrai que ça va être très soft skills. Soft skills, à la fois sur l'entrepreneur, l'équipe aussi, comment ils se sont rencontrés, est-ce que c'est un mariage de circonstances ou pas. Ça va être essentiellement ça et la taille de marché. On dit toujours, finalement, on investit avant tout sur l'équipe et puis après sur le projet. Mais tu veux dire qu'en pré-seed, vraiment le point clé, ça va être quelle est la motivation de l'entrepreneur? Oui, oui, parce que un entrepreneur, il a sur 7 jours, il va avoir 6 jours d'échecs et puis une petite good news à un moment donné, mais il se prend tellement de portes que s'il n'a pas sa résilience, s'il n'a pas la conviction profonde, il pourra pas aller jusqu'au bout. Et donc, il commence à lever de l'argent en pré-seed sans forcément être allé beaucoup chercher les clients. Et donc, c'est pareil, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup bootstrappé, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé seul, il n'a pas construit, parfois il n'a pas forcément mis beaucoup d'argent, donc il n'a pas beaucoup de skin in the game. S'il n'en a pas beaucoup, c'est sûr que ça peut être assez dangereux ensuite pour la suite parce qu'il peut lâcher assez rapidement. Donc, la motivation de l'entrepreneur. Voilà, la motivation de l'équipe. Mais ce qui est paradoxal, c'est que quand on décide de rencontrer un entrepreneur, soit on a pu le rencontrer parce qu'on intervient lors de conférences ou de démo day, que la personne est venue à nous ou qu'on l'a vu pitcher, soit on les reçoit. Donc, il y a plusieurs manières. Soit on les reçoit sur LinkedIn et puis, il l'envoie à nous comme il l'envoie à 500 personnes parce qu'il y a plein de systèmes d'envoi de messages automatiques. Soit, et moi ce que j'aime bien, c'est c'est des dossiers qui sont recommandés par des fonds, des personnes de l'écosystème ou d'autres BA. Donc il faut aussi pondérer, mais c'est vrai que le premier contact qu'on a, ça va plutôt être sur la thématique. Donc même s'il faut regarder l'entrepreneur, quand même que le teasing de départ et le mail d'accroche soient forts parce que sinon on n'y va pas. Donc c'est quand même pas à négliger malgré tout. Et après, en fait, plus on va avancer, plus moi, je vais regarder, par exemple, sur une société qui va avoir 3-4 ans d'existence, je vais regarder le nombre de personnes et les ruptures de période d'essai, les licenciements, est-ce qu'il y a des prud'hommes en cours ou pas. Donc ça, c'est juste pour une manière très rapide d'évaluer la qualité de l'équipe. Regarder l'état des dettes, voir la manière dont la boîte s'est endettée, est-ce qu'elle les paye bien, est-ce qu'elle est à jour. Les créances clients. Parce qu'en fait, ils sont beaucoup à parler d'ARR et de contrats signés. C'est pas mal aussi de voir si concrètement le client a payé, s'il est satisfait ou pas. Donc là, c'est des choses qui peuvent venir d'un passé d'auditeur. Oui, et après, alors là, à l'inverse de l'audit, c'est vrai qu'on apprend énormément en regardant les comptes bancaires. Ça ment moins que même des comptes établis ou des decks. Donc c'est ça que je vais regarder. Tu vas dans ce niveau de détail, toi? Mais en fait, c'est assez rapide. Même de regarder l'état des ruptures de période d'essai, en fait, c'est à demander. Regarder si leur processus de recrutement ou d'évaluation des personnes, ça regarder. Donc, ça permet de voir si l'équipe dirigeante est tyrannique ou pas. Donc, ça, c'est pareil parce que c'est vrai que l'équipe est fondamentale. Donc, regarder ces éléments-là. Après, il faut regarder la répartition du capital aussi, de voir dans quelle manière les fondateurs sont dilués, combien de levées de fonds ont déjà été réalisées, tous ces éléments-là. Mais là, tu es déjà sur des boîtes qui ont fait des levées de fonds. 4-5 ans, ouais, voilà, c'est ça. Qui sont exactement. Établies. Mais quand tu es en early... Non, en early, c'est vraiment l'équipe et il faut pas mal regarder tout ce qui est soft skills. Et moi, du coup, ce que j'aime bien, c'est que quand tu crées des club deals, donc des club deals, c'est quoi? C'est tu vas créer une structure où tu vas fédérer une trentaine de business angels qui vont investir à tes côtés. Donc là, l'avantage, c'est qu'au lieu d'investir 10 000 ou 20 000 euros, tu vas pouvoir investir 500 ou 600 000 euros. Ce qui fait que quand tu parles à l'entrepreneur, tu lui parles pas juste une fois. Tu vas lui parler plusieurs fois parce que le ticket va être important, donc tu vas avoir de l'importance pour lui. Et donc, tu peux prendre ton temps pour voir ce qu'il te dit, ce qu'il t'affirme, et est-ce qu'il te délivre ce qu'il t'a affirmé, parce que tu vois, souvent, les process, ils durent quand même 3 mois. Et puis après, il y a une relation de confiance qui est en train de se créer progressivement. Et s'il y a un moindre doute, s'il y a quelque chose que tu sens pas, ça te permet de te retirer. Donc, c'est en ça aussi que c'est plus intéressant. Mais c'est vrai que ça sera plutôt des due deals assez humaines ou, évidemment, interroger des clients. Mais ils en ont un ou deux souvent, mais tu interroges toujours les clients pour voir s'ils sont satisfaits. Mais c'est plutôt l'entrepreneur de toute façon que tu vas évaluer.
Quand tu regardes sur ton parcours, tout ça, tu l'as appris comme ça, tu t'y es mis, les premiers dossiers, tu as eu de la casse, tu as eu, tu vois, c'est de l'expérience. Learn by mistakes. Ouais. Oui, c'est ça, en fait, c'est pourquoi je le fais comme ça, parce que quand je ne l'ai pas fait comme ça au tout départ, j'ai vu, en fait, ce qui n'a pas marché. C'est vrai que j'ai eu des super exits, mais j'ai eu aussi des boîtes qui se sont plantées, et c'est sûr que c'est souvent lié à l'équipe et à l'entrepreneur. Et donc, plutôt que de poser des questions métaphysiques sur un marché ou une évolution, de tester une solution qui, de toute façon, va évoluer fortement au fur et à mesure. En fait, ils sont extrêmement agiles. Donc, ça sert à rien de faire un procès d'intention sur une solution qui peut évoluer dans les 3 mois. En revanche, un fondateur, c'est quand même assez dur de voir s'il y a des défauts assez prononcés ou si le potentiel est limité, entre guillemets. Ça, c'est quand même plus dur à changer. Donc moi, j'ai vu des entrepreneurs en fait qui se comportent bien au moment où ils ont besoin d'argent, parce que c'est toujours beaucoup plus facile de se comporter dans de bonnes situations, et qui, au moment où il y a des difficultés, cessent de communiquer avec des investisseurs, sont pas totalement transparents, sont en liquidation d'un coup sans forcément avoir prévenu avant. Donc, c'est ces éléments-là que j'essaye, en tout cas, de prévenir en faisant tous ces entretiens avec lui avant. Tu venais quand même d'une profession qu'on imagine, et je veux voir, tu seras probablement d'accord avec moi, mais qui est plutôt adverse au risque, globalement. Comment tu as géré ça quand tu t'es lancé? Surtout que là, tu étais en BA, donc ton propre argent. Tu te mets à investir, tu fais des pertes. Tu l'as bien géré, ça, psychologiquement, au départ? Au départ, j'ai investi peu, surtout par rapport au patrimoine financier. Donc, il faut le faire avec des petits tickets pour que, si jamais il y a une perte, on puisse le prendre avec philosophie. Ouais. Voilà, de dire que c'est du learn by mistakes. Donc, il ne faut évidemment pas investir tout ce qu'on a. Et c'est surtout que j'ai eu la chance sur les premiers dossiers que j'ai faits d'avoir une suffisamment grosse exit pour pouvoir ensuite investir des fonds. Mais au tout départ, les tickets étaient vraiment très petits, en diversifiant énormément, parce que justement, je savais pas encore comment faire, et donc j'avais besoin de faire cette courbe d'apprentissage, d'avoir cette courbe d'apprentissage, et c'est ce qui s'est passé au fur et à mesure des années. Et après, c'est pour ça que je me suis dit, finalement, en tant que BA, et en toute humilité, en fait, on n'a pas accès aux meilleurs dossiers. Déjà, il faut rester dans son sweet spot, qui va être du pré-seed jusqu'à la pré-série A, là où les fonds sont moins. Mais surtout qu'après une série A, si on a un dossier qu'on reçoit en tant que BA, c'est qu'en fait, il a eu des refus de la plupart des fonds ou des corporate ventures. Il faut le savoir. Donc déjà, il faut faire attention à bien rester dans son sweet spot. Et puis après, il faut réussir à se rendre attractif pour la start-up. Et une manière d'être attractif, c'est sûr que c'est d'avoir un grand montant à investir. Donc, c'est pour ça que ça fait du sens aussi de fédérer. Voilà, exactement. Une communauté de BA. Mais par rapport à ce point-là, de dire, tu peux pas aller sur des plus gros tickets parce qu'au final, les fonds seraient dessus. Donc, toi, ton créneau, c'est forcément les petites boîtes, c'est le lancement. C'est le lancement. Et j'ai pu faire une série A, mais dans ce cas-là, c'est un des fonds qui investissait, qui m'a informé qu'il y avait une poche pour des BA. Dans ce cas-là, quand c'est le fonds qui investit, qui permet à des BA d'investir, là évidemment, c'est assez différent. Mais c'est vrai que si le dossier est trouvé par nous ou vient à nous, la plupart du temps, il faut quand même garder à l'esprit que les entrepreneurs, dans un premier temps, ils vont quand même envoyer leur dossier à l'ensemble des fonds. Et ils vont être en due deal avec l'ensemble des fonds. Donc, il faut essayer de trouver l'endroit où l'entrepreneur, il va vouloir avoir ce BA ou cette communauté de BA à sa table de capitalisation. Tu as un rapport de combien entre les dossiers que tu reçois aujourd'hui et ceux dans lesquels tu investis? Là, en ce moment, j'en reçois entre 5-6 par jour. Et je vais faire 1 ou 2 investissements par mois. Et surtout, en fait, c'est pas, par exemple, les dossiers dans lesquels j'investis aujourd'hui, c'est des dossiers que j'ai vus et que j'ai commencé à regarder il y a peut-être 2-3 mois. Donc, en fait, il y a quand même pas mal de temps. Je leur parle une première fois. Je leur demande de me dire les prochaines good news qu'ils vont avoir dans les prochaines semaines. J'attends de voir si ça se réalise ou pas. Et après, en fait, je leur dis, nous, on peut investir. Donc, c'est ça, c'est quand même un rapport qui est assez fort. On est assez sélectif. Après, pour le coup, quand on en reçoit comme ça par LinkedIn, on reçoit de tout, vraiment. Donc après, il y a une sélection à faire qui est assez fine. Et puis voilà, il faut se donner le temps. Et on peut se donner le temps quand les montants sont assez importants. En tant que BA, tu es active, c'est-à-dire que tu vas vraiment prendre part et tu vas vraiment accompagner l'entrepreneur. Oui.
À quel moment est-ce que le modèle est, entre guillemets, s'arrête, quoi? Parce que je dirais, un BA aujourd'hui, on voit beaucoup de BA et j'aurais des questions là-dessus aussi. Mais jusqu'où ça peut aller, en fait? À quel moment c'est rentable, entre guillemets? Parce que si tu fais, en tant que BA, assez peu d'investissement par rapport au nombre de dossiers que tu reçois, avec le risque, tu vois, ma question sous-jacente, c'est est-ce que quand on a de l'expérience, finalement, c'est quasiment tu gagnes à chaque fois? Ou pas, justement? Et donc, est-ce que c'est pérenne sur le long terme? Alors, je dirais gagner à chaque fois, c'est quand même assez présomptueux de le dire, mais non, tu gagnes pas à chaque fois. En revanche, il y a d'autres sujets sur lesquels tu peux essayer de limiter ta perte ou ton risque de perte. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es business angel, si tu fais rien et que tu investis aux côtés d'autres business angels, mais qu'on n'est pas forcément organisé, en fait, sur des tours de pré-seed seed, l'entrepreneur, il a souvent trouvé un avocat. Alors, soit c'est un copain à lui qui est dans un super cabinet d'avocats, qui fait ça on-side et donc, du coup, qui fait pas forcément des documents juridiques qui seraient adaptés à la nature de la société. Soit c'est l'avocat qui est pas trop cher ou parfois même d'autres types de startups qui se sont spécialisés dans la création de pactes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si aucun BA regarde les pactes, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pro-entrepreneurs. Dans le sens où le business angel va pas du tout être protégé sur les actions. Il y aura pas de clause de rendez-vous, il y aura pas plusieurs clauses juridiques qu'on pourrait élaborer, mais qui permettent de protéger le business angel et qui sont systématiquement mises au tour suivant par des fonds. Donc là, ce qui est sûr, c'est que pour limiter les pertes, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce milieu-là, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Justement, à l'inverse de l'audit, c'est pas du tout un milieu qui est régulé. Et donc, en fait, la règle, c'est dans le contrat qu'on la met. Et donc, dans le pacte, en fait, on peut mettre l'ensemble des règles et c'est de la négociation qu'on fait quand on signe une term sheet. Et une manière de réduire le risque, c'est déjà de prévoir des clauses de sortie, de prévoir des clauses qui font que si le tour suivant est une valeur inférieure, qu'on puisse être relué automatiquement, des clauses de liquidité préférentielle qui permettent, pareil, en cas de sortie, que ça soit les premiers investisseurs qui soient payés en premier. Il y a énormément de clauses, en fait, à mettre. Pareil que j'ai appris, parce que quand il n'y en avait pas, en fait, Ouais, t'as vu l'effet que ça avait. voilà, ça fait, c'est fondamental de les avoir. Donc déjà, il y a ça. C'est que il y a le choix. Et après, tu vas avoir la structuration juridique qui vont permettre, malgré tout, de diminuer le risque. Et après, de toute façon, ce sont des investissements qui sont risqués, qui sont très illiquides, parce que quand on met l'argent en année N, c'est minimum année N plus 5 ou plus 6, où on peut essayer d'avoir un retour. Donc ça veut dire plusieurs choses. C'est que l'argent est illiquide pendant pas mal de temps. Puis c'est surtout, il y a 5 ans, en fait, on était en 2019 et là, à ce moment-là, c'était le début du confinement. Donc en fait, on est sur des cycles qui sont totalement différents. Dans 5 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc quand on investit maintenant, c'est contracyclique. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire un peu attention et investir dans des dossiers où on sent que ça va être quand même sur des marchés qui vont être porteurs à moyen terme. Donc, l'équipe, le marché, effectivement. Comment est-ce que, quand tu as créé ta communauté, donc là, aujourd'hui, c'est ce que tu apportes, toi, à tes investisseurs? C'est finalement cette expérience-là et le fait que tes investisseurs peuvent mettre directement sans trop regarder. J'avais vu une vidéo, sur Instagram, je me rappelle plus de qui elle était, mais de quelqu'un qui disait finalement, maintenant, moi, je mets des petits tickets, 5-10K, mais dans tous les dossiers qu'on me propose, je regarde même pas. Je laisse faire à d'autres. Oui, c'est une bonne méthode aussi. Après, il faut quand même en avoir suffisamment sur les stats. C'est vrai qu'on dit que si on investit dans 100 dossiers statistiquement, on peut pas perdre 100 fois. Après, je ne sais pas s'il faudrait vraiment faire le test sans regarder, mais c'est vrai, en tout cas, si les personnes ne regardent pas, ils se disent, bon, mais finalement, j'économise du temps et si je mets un montant qui est suffisamment faible, je pense que c'est une bonne manière de diluer le risque. Mais c'est ça que je vais apporter, enfin, c'est le sourcing, c'est l'accès à des dossiers auxquels ils n'auraient pas accès, à des conditions qui sont négociées parce que l'union fait la force. Et après, la plupart du temps, je suis au comité stratégique, ce qui est comme un conseil d'administration, mais dans les startups, on appelle ça plutôt un comité stratégique. Ce sont des SAS. Et là, c'est vrai que va se poser la question, parce que comme j'en ai une dizaine de SPV, autant c'était assez facile jusqu'à présent d'être dans les 10. Mais en revanche, là, quand il y en a 2-3 qui ont des sujets très forts, c'est quotidiennement, en fait, qu'on est sollicité. Tu peux préciser, tu as dit SPV, mais c'est des véhicules où tu fédères tes investisseurs. Exactement, c'est des véhicules, donc des sociétés type SAS, donc des sociétés qui sont créées dans un seul but d'investir dans une société nominativement. Donc c'est
pas comme un fonds, une société d'investissement qui va investir dans plusieurs sociétés. Là, c'est une société qui est créée et qui va investir que dans une seule start-up. Et oui, il va y avoir une trentaine d'investisseurs. Et c'est vrai qu'ensuite, donc, au comité d'investissement, on a accès à une information de qualité. Il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est en faisant cette levée de fonds qui va durer 1 mois, on crée une relation de confiance qui est assez forte avec l'entrepreneur et ensuite, assez naturellement, il va nous tenir informés de ce qui se passe. Et là, ça va se rapprocher assez d'un rôle d'associé quand on a une quinzaine de missions qui sont en train de tourner. Bon, c'est pas des missions, là, c'est des startups, mais on a une remontée naturelle d'informations. Là, pour le moment, j'arrive à le faire parce que j'en ai peu, mais c'est sûr que quand il y en aura une trentaine, ça sera assez différent. Et c'est pour ça qu'au sein de la communauté des Business Angels, c'est important d'avoir des personnes qui souhaitent aussi passer un peu de temps et qui peuvent, pourquoi pas, représenter la communauté dans les comités stratégiques. Donc, si on parle de ta thèse d'investissement, là, aujourd'hui, tu as un secteur en particulier, des boîtes en particulier, j'imagine qu'on va parler d'IA, mais il y a des sujets sur lesquels tu es particulièrement investi aujourd'hui. Ben, c'est vrai que là, depuis 2024, c'est l'IA, totalement l'IA. Et d'ailleurs, tous les dossiers qu'on reçoit, quasiment, il y a de l'IA. Donc, soit de l'IA propriétaire, donc une équipe qui a construit un algorithme, qui a un set de données propriétaire entre guillemets, et donc voilà, une IA qu'ils ont construit, ou alors des startups qui s'appuient sur les IA type Mistral ou ChatGPT pour les aider à le faire. Et ça, c'est assez intéressant parce que voilà, l'ensemble des startups utilisent l'IA. Et c'est vrai que quand on discute avec des grands groupes ou des ETI ou PME, c'est quand même moins diffusé. Il y a quelques pôles qui l'utilisent, c'est moins diffusé. Alors qu'en fait, c'est la tendance de fond en 2024 sur l'investissement. Donc beaucoup d'IA, là, cette année, je crois que j'ai fait que ça là, pour le moment. Et avant, c'était pas mal SaaS B2B, donc des logiciels qu'on vend sous forme d'abonnement à d'autres entreprises. Parce que théoriquement, c'est quand même beaucoup moins risqué que des startups consumer, parce que dans le consumer, il y a tout ce qui est marketing et publicité qui coûte énormément d'argent. Et aussi parce que moi, dans mon réseau de contacts, j'ai des grands groupes, j'ai des filiales de grands groupes, donc c'est même plus facile pour moi de participer à la mise en réussite des startups sur ce thème-là. Et pas mal d'impact aussi, parce que c'est important, et ça notamment quand on est business angel, après tout, ça veut dire qu'on a les moyens d'investir. Et donc pour moi, quand on a les moyens d'investir, c'est aussi important de jouer son rôle et d'investir dans des projets qui ont un impact qui n'est pas uniquement financier, même s'il faut quand même qu'il y ait un impact, entre guillemets, financier, tout simplement parce que sinon, la société, elle ne peut pas survivre très longtemps. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai pas mal investi dans les sujets. Alors, c'est de l'impact, mais impact EdTech, parce que moi, je crois beaucoup au fait que il faut lutter contre les fractures sociales et permettre à chacun d'avoir les mêmes moyens, et notamment l'éducation du plus jeune âge. Et c'est vrai que c'est assez frustrant parce que c'est pas les participations qui performent le plus, parce que c'est un secteur qui est compliqué, et c'est dommage parce que ça a énormément d'impact. Quel type de société, en l'occurrence? C'est des sociétés qui, par exemple, ça peut être comme Corneille, pour le coup, c'est une super start-up qui permet d'apprendre la lecture donc, aux enfants. Donc c'est une application sur une tablette ou un téléphone, mais bon, là, c'est plutôt une tablette pour les enfants, et qui va apprendre à lire. Et ça, pourquoi ça a de l'impact et pourquoi c'est fondamental? Parce qu'il y a parfois des parents qui peuvent être étrangers ou qui ont moins le temps et en fait qui peuvent pas bien apprendre la lecture. Et on sait très bien que si la lecture n'est pas bien maîtrisée, l'orthographe, ça peut être bien maîtrisé. Et au-delà d'un manque de confiance en soi, ensuite, ça contribue pas aux bonnes performances des élèves. Donc celle-ci, elle est bien, elle permet vraiment, en plus on peut s'écouter en lisant, donc c'est assez top. Tu disais l'EdTech, SaaS B2B, Impact et IA. Si on creuse un peu le sujet de l'IA, effectivement, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, et j'en reçois, je suis sollicité, 5 emails sur LinkedIn par jour. On pourrait se dire que ça devient un peu tarte à la crème, quoi. Si tu lances un projet et que tu parles pas d'IA, ça fonctionne pas. Et quand tu creuses, tu te rends compte que le mot IA, il est un peu galvaudé, qu'il suffit parfois juste que tu fasses une moyenne et qu'on te parle d'IA. Quelle est la lecture que toi tu as sur toutes ces sociétés, tous ces projets, enfin, par rapport à la fois à la capacité du marché à suivre toute l'évolution, à la capacité DBA, des investisseurs, de supporter l'ensemble de ces startups? Enfin, toi, tu te dis, est-ce qu'il y a des débouchés pour tous ces projets? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un peu fake?
Moi, quand ChatGPT est sorti, je l'ai utilisé assez rapidement et je sais que toi aussi, tu l'as fait. Et pour autant, j'étais assez perplexe et je voulais pas tout de suite investir dans des startups qui utilisaient ChatGPT. Parce que pour moi, je me disais: «OK, en fait, ce qu'elles font juste des scripts. Elles ont mis une super interface, mais en fait, il y a pas de technologie». Donc je me refusais à investir là-dedans. Je voulais plutôt investir dans des startups qui développaient leur propre modèle, mais même là-dessus, j'avais des doutes parce qu'il y a des sujets de sources de données, de qualité de données, donc j'étais restée assez attentiste, en fait, en 2023. En discutant avec plusieurs patrons de PME, ETI, je me suis rendu compte qu'ils maîtrisaient pas du tout l'IA, qu'ils étaient assez curieux. Et finalement, je me suis dit: «En fait, ces startups qui font des scripts sur l'IA, ça peut quand même apporter de la valeur aux autres entreprises plus traditionnelles, mais qui créent énormément d'emplois». Donc c'est vrai que, en fait, en réalité, tout type de start-up, dès lors que l'IA est utilisée pour faire des gains de productivité ou pour améliorer une qualité de service ou améliorer même l'être humain, en fait, en réalité, elles ont de la valeur. Et finalement, même celles qui permettent d'utiliser facilement Mistral ou ChatGPT, ça peut apporter énormément de valeur aux grands groupes qui n'ont pas de data scientist forcément partout et qui sont pas capables, avec autant d'agilité, de maintenir un système ou de corriger des bugs ou de l'améliorer. En fait, finalement, je trouve que dès qu'il y a de l'IA, c'est important et c'est important, en fait, que ça soit pas que un sujet de start-up, en seed ou pré-seed. En fait, il faut que ça puisse être diffusé dans l'ensemble, du tissu, des entreprises de la société. Alors tu vois, si j'y reviens, moi, à mes sollicitations et à mon regard de patron, tu as un nombre de boîtes qui se créent là-dessus, sur le sujet, c'est assez hallucinant, tu vois? Il y a vraiment une vague. Comment est-ce que tu fais le tri là-dedans, en fait? Tu vois, là, moi, c'est plus, comment est-ce que je choisis le bon prestat et finalement, comment est-ce que certaines de ces startups qui ont peut-être des vrais produits Mmh. intéressants et sont vraiment en train de développer des solutions intéressantes pour se développer, sans tomber un peu dans l'effet, Far West du sujet? Non, mais c'est sûr que c'est compliqué à évaluer, en tout cas quand, on n'a pas de technicien à bord. Moi, ce que je vais regarder là sur les dossiers IA que j'ai faits, en fait, je vais essayer de faire appel à de la réassurance. Donc en fait, à des éléments qui me permettent de dire que celle-ci, a l'air d'être de meilleure facture qu'une autre. Il y en a une dans laquelle j'ai investi, qui s'appelle, Fringant. Eux, ils sont, incubés, par, Meta et Meta, ils ont sélectionné, 5 entreprises, sur 100 et ils ont été sélectionnés. Par ailleurs, ils commencent à travailler et à avoir des super clients. En fait, ça montre, que, a priori, la techno est bonne. Enfin, au-delà du fait que, le CV des personnes, est très bon, mais ça permet de voir que d'autres ont jugé que c'était bon. Meta met, à disposition des data scientists, donc pense qu'ils estiment que c'est une start-up à potentiel et par ailleurs, les clients, payent et utilisent, la solution. Donc tu vois, tu peux regarder comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, tu vas le faire par des moyens, indirects, tu vois? Tu vas faire comme des confirmations et tu en as d'autres où tu vas regarder le nombre de clients, est-ce que ça churn pas? Donc est-ce que les clients restent clients ou est-ce qu'ils utilisent, le produit et le logiciel? Donc moi, je vais beaucoup regarder, tous les retours sur les utilisations, le nombre de fois qu'ils l'utilisent, qui l'utilise et puis, si possible, échanger avec, des clients. Enfin ça, de toute façon, systématiquement, dès que j'investis dans une société, on prend forcément des retours clients ou des prospects. Il y en a une, dans laquelle, pareil, j'ai investi. En fait, on s'est servi de la communauté des investisseurs pour, faire des intros et là, c'était une société, dans, pareil, l'IA, mais à destination des notaires. Une quinzaine d'investisseurs qui ont fait des introductions à des notaires, qui, pendant la phase d'investissement, ont pu faire des tests et la plupart des feedbacks des notaires a été, dithyrambique. Donc là, c'est pareil, c'est que moi, je peux pas te dire est-ce que c'est une bonne IA, est-ce qu'il y a une forte barrière à l'entrée. En revanche, ce que je constate, c'est qu'ils ont réussi à exécuter assez rapidement. Ils ont fait les rendez-vous avec les notaires, ils ont réussi à faire les phases de test rapidement et que les résultats sont bons. Donc en fait, même collectivement, on contribue à dérisquer l'investissement. Je l'évoquais en introduction. Alors, peut-être déjà, et je ne l'ai pas précisé, je crois que tu as eu un article dans le Challenge comme quoi tu étais une des principales BA en France. On parle souvent du manque de femmes dans ce secteur, Mmh. et notamment des difficultés pour les fondatrices à lever des fonds. Je sais que tu t'es exprimé sur le sujet. Quel est ton point de vue là-dessus et qu'est-ce que tu fais sur le sujet? C'est vrai que moi, pour avoir fait plusieurs
session de pitch où j'étais aux côtés d'investisseurs hommes et que je voyais pitcher une femme, moi, c'est vrai que j'ai aucun biais. Quand j'entends pitcher une femme, je vais être convaincue si le projet est convaincant. J'ai entendu beaucoup plus de questions être posées par des investisseurs hommes sur la capacité et l'expérience. Des choses qui posent pas nécessairement, en tout cas, à des hommes entrepreneurs, parce que du coup, ça m'a jamais marqué quand ce sont des hommes entrepreneurs. Donc, c'est sûr qu'il y a des biais d'investisseurs, en fait. Et les investisseurs, parfois, ils vont se dire, elle a l'air jeune, pas sûre qu'elle ait l'expérience, des choses comme ça. Questions qu'ils n'ont pas quand c'est un fondateur. C'est pas mon impression. En tout cas, moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit, c'est étonnant, en fait, de poser ce type de questions à des gens qui ont 27 ans et qui, de toute façon, n'ont pas d'expérience, quoi. Donc, et je me disais, c'est assez étonnant. Donc, c'est sûr que le problème existe. Il y a aussi le fait que c'est sûr que les femmes, quand elles pitchent, elles veulent être bonnes élèves. En fait, elles veulent cocher certaines cases. Si le produit n'est pas totalement parfait, elles vont être beaucoup plus humbles ou prudentes dans la manière de le présenter. Donc, il y a une prise de risque qui peut être parfois un peu moins forte, mais moi, je le sais, je le comprends, et moi, j'arrive à le décoder quand j'entends pitcher. C'est sûr que du coup, des hommes, si on voit des pitch femmes, des pitch hommes, c'est sûr qu'il y a une petite différence quand même d'approche. Pitch homme, voilà, il y a une grande confiance. Ils mettent au présent des choses qu'il faudrait mettre au futur. Enfin bon, mais c'est pareil. Moi, j'arrive à décoder les deux, mais c'est vrai que ce que je constate, c'est que tout le monde ne le fait pas. Et donc, j'imagine probablement pour ça que l'accès aux capitaux est moins important. Mais de façon très significative, je crois. Enfin, oui, ouais. Ça m'étonne pas. Mais même moi, dans les dossiers que je reçois, je pense que je reçois, c'est peut-être 10 ou 15% de dossiers où il y a seulement des femmes fondatrices, je pense que c'est peut-être 5%. Et puis, cofondatrices, ouais, peut-être 15%. Donc oui, c'est sûr. Ouais, il y a un gros boulot. Il y a eu un boom de l'entrepreneuriat qui date pas d'aujourd'hui, mais qui tend à durer. Néanmoins, moi, j'ai vu beaucoup de proches, d'amis se lancer dans l'entrepreneuriat à des moments de vie, beaucoup de cadres dirigeants dans des grands groupes qui prennent des plans et qui se disent « Ok, je vais aller dans l'entrepreneuriat », mais qui rentreraient peut-être dans la catégorie que tu évoquais, les entrepreneurs lifestyle, quoi, qui se disent « Allez, pour la deuxième partie de ma vie, je vais fonder ma propre boîte, etc. » Et qui n'avaient pas forcément la résilience pour le faire, mais ça reste néanmoins un métier hyper difficile. Tu le disais, tu te prends des portes à longueur de temps. C'est pas forcément donné à tout le monde, quoi. Ça t'arrive de décourager certains de se lancer ? Tu vois, je me dis, est-ce que le marché peut accepter encore longtemps d'avoir autant de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ? Oui, alors après, ça dépend le stade. C'est-à-dire que s'ils sont à un stade d'idées qui sont pas encore lancées, qui sont encore en poste, qui me pitchent une idée que je trouve pas bonne pour plein de raisons, là, je vais leur dire, je vais être assez cash tout en étant bienveillante pour les aider, en fait. Et je vais leur dire, parce que, en fait, quand on reçoit 5 à 6 dossiers par jour, la plupart des gens qui pitchent une idée, en fait, en réalité, on l'a déjà vu, ou on a vu une variante. Mais il n'y a rien de globalement révolutionnaire. Vu justement ce que tu dis, tous les entrepreneurs qui se lancent, quasiment tout a été déjà fait ou abordé. Donc, voilà, j'arrive à le dire, j'estime que c'est important d'être honnête. Et puis, en revanche, je dis souvent... réfléchis-y, puis après, on peut se reparler dans 2-3 mois. Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois. En revanche, quelqu'un qui est déjà lancé, qui a déjà créé sa société, je peux poser des questions un peu, tu vois, comme de la maïeutique, pour peut-être faire arriver à la conclusion la personne, mais moi, je lui dirais pas, laisse tomber, arrête. En fait, c'est un jugement de valeur qui est assez fort. Et puis justement, en fait, on n'en sait rien, et puis il peut éventuellement pivoter. J'essaye plutôt d'être relativement sympa et de pas insulter l'avenir, parce qu'en fait, finalement, moi, je peux avoir des intuitions qui vont être fondées sur l'ensemble des dossiers que je reçois et l'expérience que j'ai. Mais après, en fait, moi, ce que j'avais lu dans plusieurs, je crois que c'était un Harvard Business Review, c'est qu'il disait que la véritable idée disruptive, c'est celle où tu sais pas si elle est bonne ou mauvaise. Parce que si l'idée, quand on te la pitch, c'est une évidence qu'elle est bonne, en fait, elle va rien disrupter du tout, parce que probablement que 15-20 personnes l'auront eu. En fait, il faut que le contraire soit plausible, on va dire, mais c'est vrai que c'est ça, en fait. Normalement, l'idée qui va disrupter, c'est une idée où tu sais pas. Ouais, non, effectivement, ça fait du sens.
Quand toi, tu investis, tu as quel objectif, que ce soit financier, la croissance de ton investissement? C'est quand tu te dis, j'investis cette boîte, il faut que ce soit une licorne, ou est-ce qu'en fait, tu dis, moi, si la boîte atteint 5-10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est bon, ça me suffit. Enfin, c'est déjà construit, tu projettes ça, toi, dans tes investissements? Il faut. En fait, il faut quand même savoir concrètement où ça peut aller dans 5 ans, qui est ton horizon théorique d'investissement, et il faut savoir comment tu sors. Et si tu n'arrives pas à te l'imaginer théoriquement, sachant qu'encore une fois, on l'a déjà dit, c'est contracyclique, 1000 choses peuvent se passer, mais si tu n'arrives même pas à te l'imaginer, théoriquement, il ne faut pas y aller. Donc ça, moi, je le fais et je l'imagine. Et moi, je suis plutôt sur des multiples de mon investissement initial en me disant, est-ce que théoriquement, ça peut faire entre x10 et x15 ? Et parfois, ça ne peut pas les faire, en fait. Quand on a des tailles de marché, et j'en ai eu un récemment, une taille de marché qui était à 500 millions d'euros, et que lui se valorise déjà 5 millions d'euros. Donc, ça veut dire qu'il prend déjà 1% de taille de marché. Et même dans 10 ans, personne ne l'achètera 10 ou 20% de la taille de marché. Ça n'a pas de sens. Donc, en fait, quand le marché n'est pas assez profond, c'est sûr que c'est un vrai frein. C'est une vraie barrière parce qu'il faut aller sur des marchés pour accepter de payer un grand multiple lors d'une session. C'est sûr qu'il faut avoir une perspective de croissance. Exactement. Ouais. Donc, le marché, c'est comme ça ensuite qu'on arrive à s'imaginer le multiple. Il est donné souvent par le marché. Et après, sur la partie licorne, en fait, il y a un couple quand même rentabilité-risque dans tout investissement. Si à chaque fois qu'on fait un investissement, on se dit c'est une licorne, ça veut dire que c'est une licorne sinon rien, parce que ça veut dire que ça va être extrêmement cash intensive. En fait, la licorne, c'est une valorisation d'1 milliard, mais donnée par des fonds. Et alors moi, à titre personnel, en tant qu'investisseur privé, je ne sais pas si c'est la meilleure exit pour moi, qu'il y ait beaucoup de fonds qui viennent ensuite. Parce que moi, je le constate, en série A, ils ne font pas sortir les BA. En série B, ça commence à être assez haut. Et ce que je disais sur les clauses juridiques, il y a énormément de clauses juridiques qui vont protéger les fonds et les derniers investisseurs. Et souvent, quand on est BA, si on n'arrive pas à sortir avant, on est quand même assez collé. Parce qu'on en a vu des sociétés, notamment Swile, c'était une licorne à 1 milliard et après, elle est plus licorne. Donc en fait, quand on est en dessous, c'est quand même assez compliqué, notamment quand on est privé de droit. Donc, les premiers BA, s'ils n'arrivent pas à sortir, passer un certain moment, ça peut être dangereux parce qu'il y a énormément de fonds qui se protègent comme ils peuvent au regard des montants qu'ils vont investir. Donc, la licorne, c'est quand même risqué. Tu peux nous expliquer ce mécanisme? Alors, en quoi est-ce qu'un BA peut se faire... Parce que, en fait, un fonds, quand il va investir, par exemple, dans une série A où il va, il va investir... 5 millions d'euros à une valorisation de 25 millions d'euros, il faut savoir que la start-up, elle génère peut-être 3 millions de chiffre d'affaires. Et donc, le fonds, quand il va investir, il va insérer des clauses qui vont dire qu'en cas de liquidation, en cas de quelconque problème, même en cas de cession, que lui, il veut récupérer minimum sa mise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une clause de liquidité préférentielle à 1x, donc c'est une fois sa mise. Et puis parfois, il peut dire, moi, je veux récupérer 3 fois ma mise. Et donc, plus on avance, plus on va sur des séries D ou E, et les fonds, quand ils mettent 300 millions d'euros sur une boîte, par exemple, on peut reparler de Swile, mais je crois qu'ils faisaient 10 millions d'euros de chiffre d'affaires au moment où le fonds a mis 300 millions. Et donc, le fonds, je sais pas, j'ai pas regardé le pacte, mais il a peut-être mis des clauses où ils disent, voilà, moi, dans 5 ans, mes 300 millions, je veux qu'ils deviennent 900 millions. Et donc, si vous n'arrivez pas à vendre ou à créer une liquidité, moi, je vais mettre en place un processus de vente. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est de le vendre à 900 millions. Si c'est le cas et que c'est vendu à 900 millions, le fonds récupère 900 et tous les autres actionnaires n'ont plus rien. Plus rien. C'est des mécanismes qui sont classiques, mais qu'il faut prendre en considération. Donc, en fait, pour moi, l'une des meilleures sorties pour un business angel, c'est probablement quand un groupe industriel prend la participation majoritaire et rachète tout le monde, y compris les actionnaires historiques. Parce que là, ça va être le même prix pour tout le monde. Donc, ton exit préféré, c'est l'exit industriel, quoi. Ouais. Pour un BA, c'est plutôt l'exit industriel. Et après, en club deal, on arrive à prendre entre 15 et 20% de la valorisation d'une société. Ça veut dire qu'on a un peu de poids quand des fonds arrivent à des tours suivants. Après, on a du poids, mais il faut être aussi business oriented parce qu'il ne faut pas faire fuir les fonds, sinon on n'arrive pas à sortir non plus. Mais il y a des négociations qu'on peut faire un peu plus facilement quand on est regroupé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que BA individuel, oui, c'est plutôt... une sortie industrielle. Et un industriel, il ne paiera jamais x100, enfin, sauf des Microsoft ou des Apple. Mais voilà, après, ça paye des montants qui peuvent être un peu différents en fonction des sociétés.
Si tu devais nous faire le portrait robot de l'investissement idéal, là, demain, dans lequel tu investis. Alors ça, Pour ceux qui nous écoutent, là, de leur dire, voilà, si vous avez un dossier comme ça, allez-y, investissez. ça serait un dossier encore dans l'IA, parce que là, pour le moment, on en est au tout début de l'IA, avec une équipe où il y a un profil tech, donc qui maîtrise bien l'IA. Un profil aussi produit. Produit, c'est faire en sorte que la technologie développée corresponde bien aux besoins du client qu'on décide de cibler et des commerciaux. Et en fait, ce qu'on constate souvent dans les sociétés qui peuvent un peu moins marcher, et il y en a plusieurs en fait que j'ai vu, on a des super produits, mais ça va être une équipe en fait de personnes très techniques. Donc le produit va être pur et il va être magnifique. Mais en fait, on perd de vue l'aspect pur business qui est aussi fondamental pour justement faire croître l'entreprise et accroître le nombre de clients. Donc là, pour le coup, des dossiers comme ça, c'est Donc intéressant. un dossier dans l'IA avec quelqu'un venant de la tech. Un profil pluridisciplinaire et avec une femme, on peut dire aussi. Avec une femme et quelqu'un qui sait vendre, quoi. Mm. On dit souvent en Europe, on sait pas vendre, en fait. Les Américains... Oui, c'est vrai que dans notre manière de et parler est différente. Les Américains font les soldes, en fait, chez nous. Et c'est pour ça, quand ils investissent dans les startups, c'est pas la même puissance de frappe, c'est pas les mêmes valos. Et ils sont plus optimistes que nous. Donc, ils savent mieux vendre, probablement. Ouais. Si on en revient à toi et à ta personnalité, on a déjà esquissé, je pense, un certain nombre de traits de caractère, mais c'est quoi l'ambition, en fait? Tu vois, ce que tu fais aujourd'hui, quel objectif tu t'es donné? Est-ce que tu fais ça toute ta vie? Est-ce que même tu t'es posé la question? Enfin, est-ce que tu as réfléchi à tout ça? Oui, j'avais réfléchi déjà à un objectif cette année, c'était d'investir dans une dizaine de dossiers et d'investir environ 5 millions d'euros. Moi et évidemment des BA à côté. Et après, la raison pour laquelle je le fais et j'ai voulu fédérer des business angels, c'est parce que le monde de la finance est quand même très intermédié. Et moi, ce que je souhaiterais faire, c'est désintermédier ce monde de la finance. Donc là, je l'ai fait sur la partie non cotée start-up, parce que là, pour le coup, il n'y a aucun produit qui existe, si ce n'est des fonds. Mais les fonds, les montants d'investissement minimum sont quand même très importants. Et après, en fait, j'aimerais bien diversifier et aller sur d'autres produits. En fait, il y a des produits parce que là, structurés chez où on pourrait toi, le faire. dans tes SPV, ça peut être des, entre guillemets, petits tickets, quoi, du 5, 10K, enfin, c'est pas... Oui, ça va être plutôt être 10 000 euros, effectivement, minimum. Et en population, en fait, je suis assez contente parce que, alors, j'ai pas mal de mes anciens collègues associés de chez EY. J'ai des entrepreneurs aussi. J'ai des patrons de PME, grands groupes aussi qui s'intéressent à l'investissement. Donc, c'est des profils qui sont assez intéressants, qui n'ont pas l'habitude d'investir aussi. Donc, voilà, c'est grâce à cette initiative qu'ils ont commencé à investir. Et je me dis finalement, pour cela, ça peut être aussi intéressant de diversifier, pas simplement les startups, mais également les produits. Parce que c'est sûr que plus on fédère des tickets qui sont importants, plus on peut avoir accès à des produits de qualité et avoir un peu plus d'informations sur les investissements. Donc voilà, du coup, ça peut être des produits structurés, ça peut même être des obligations, des choses comme ça, où en fait, tous ensemble, on pourrait faire un ticket de 1 million d'euros ou des clubs deals immobiliers. En fait, il y a énormément de choses à faire où on n'est pas nécessairement obligé de passer par sa banque. Et ça, tu l'avais imaginé dès le départ, en fait? C'est-à-dire, finalement, je vais migrer d'un côté où tu es toi-même business angel à un modèle où demain, tu es presque la gestionnaire de patrimoine d'un certain nombre de personnes et de ta communauté, quoi. Non, pas au départ. En fait, moi, je prévois pas forcément à très long terme. Je suis très opportuniste dans le sens, je saisis je saisis des opportunités ou quand je sens des choses, j'y vais, je regarde si ça marche ou pas. Et là, finalement, j'ai vu, parce que là, j'ai fait 3 club deals depuis début 2024. Donc, en fait, c'est quand même un nombre qui est assez important avec des périodes de souscription qui sont de plus en plus courtes. Ça veut dire que les personnes souscrivent de plus en plus rapidement, qu'il y a une confiance qui se crée. Et en fait, je me dis que cette confiance, on pourrait la faire pour diversifier des investissements et aller ailleurs. Donc, c'est pas un plan, c'est des choses, c'est assez instinctif, c'est des choses que je sens. Et effectivement, moi, comme des entrepreneurs, en fait, en réalité, je suis assez ambitieuse dans le sens où je m'arrête pas, en fait, tant qu'on m'arrête pas. Cette ambition-là, tu l'as toujours eue? Oui,
Enfin, c'est Ouais. c'est ça qui a drivé quasiment, tout ce que je fais. En Que fait, tu moi, fait j'aime bien aller jusqu'ici. sur des choses, plus ou moins difficiles où on m'attend pas à justement ce que tu disais sur le fait d'être commissaire aux comptes et ensuite, de réussir à être crédible dans ce milieu-là. En fait, finalement, c'était pas si évident que ça, mais tu vois, je l'ai fait et sans trop me poser de questions. C'est quoi la principale, difficulté que tu as rencontrée? Pour le coup, bah, au tout départ, quand tu commences, à investir, autant être associé dans un cabinet, de conseil ou d'audit, dans l'écosystème corporate, ça a de la valeur. Autant quand tu parles à un start-upper et que tu dis que tu étais associé chez EY, limite, tu aurais fait autre chose, qui aurait pu, C'est tant mieux, ouais. probablement, lui apporter des clients, ça aurait été mieux, en fait. Donc c'est vrai que c'est cette zone de confort et cette crédibilité que j'étais habituée à avoir et même le fait que quand on quitte, un grand groupe comme EY et qu'on est, après, à titre personnel où il faut construire son personal branding, c'est vrai qu'au départ, les gens ils sont pas nécessairement intéressés. En fait, quand la marque n'existe pas, il faut tout reconstruire, depuis le début. Donc ça, il a fallu le faire. Donc après, est-ce que ça a été, difficile? Bah, je l'ai fait, en fait, en allant, dans pas mal de conférences, à commencer à beaucoup plus publier, sur LinkedIn. Mais c'est vrai que c'est un changement, en fait. Comment tu gères ton planning? Parce que, on en a un peu parlé, mais je crois que tu as des enfants en bas âge. Mmh. Tu es dans un milieu où je pense que tu dois, si je schématise, travailler entre, 8 heures et 10 heures, enfin avoir une vie sociale, disons, travail entre 8 heures et 10 heures et 18-22. Tous les events, les Mmh. rencontres avec les entrepreneurs, et cetera. Tous les dossiers que tu reçois, je pense que voilà, tu disais, vu le nombre Mmh. que tu en reçois, il faut les analyser. Comment tu manages tout ça? Ça, c'est vrai que c'est, une grande difficulté parce que quand on a une communauté de business angels qui ont leur propre travail à côté, eux, ils sont plutôt alertes le week-end, tôt le matin ou tard le soir. Et donc, même quand tu veux faire, organiser des calls avec des startups, il faut prendre des créneaux qui sont pas des créneaux, naturels, pour le travail. Donc moi, effectivement, alors je travaille quand même pas mal la journée, hein, parce que justement, tous les dossiers, je vais les recevoir la journée. Il y a aussi des events ou des calls que je fais avec les entrepreneurs. Là, pour le coup, c'est la journée. Mais c'est vrai que tout l'aspect networking, rencontre d'entrepreneurs ou d'investisseurs, ça se fait le soir. Mais là, c'est en bonne intelligence avec mon mari où, ou ma nounou évidemment, pour, pouvoir, participer à ces événements parce que c'est sûr qu'il faut y participer, en fait. Le contact humain et physique, surtout sur de l'investissement, bah, il est fondamental pour créer la confiance. Donc on est obligé, de déjeuner, petit déjeuner et aller à ces événements-là. Donc C'est quoi les réseaux et les événements, phares, les endroits où il faut être quand tu veux exister dans l'investissement? et il faut, aller, à Station F, il faut s'enregistrer à Station F, y aller régulièrement, on peut proposer des office hours. Moi, je participe aussi beaucoup à des jurys de sélection, de start-up, donc soit pour des incubateurs ou des accélérateurs. Qui veut être mon associé, c'est pourquoi? Alors, qui veut être mon associé? Je sais pas Non. si j'ai le profil. Non, mais ça pourrait être intéressant, pour le coup, parce que c'est une émission qui est populaire et qui justement, je pense que c'est grâce à cette émission qu'on a autant de personnes qui s'intéressent à l'investissement non coté. Et donc ça, c'est super parce que pour le coup, l'investissement non coté, c'est l'un des rares qui va, grandement favoriser, l'emploi. En fait, quand une start-up va lever des fonds, l'essentiel, recrute. c'est pour recruter et éventuellement pour payer quelques abonnements, ChatGPT, AWS, tout ça. Mais c'est vrai que c'est fondamentalement pour recruter. Donc c'est une super, chose de diversifier et de rendre possible l'investissement dans les startups. Donc mais après voilà, bon, Tu l'as mesuré d'ailleurs, l'impact que tu as eu? À la fois, moi, je l'avais j'imagine se mis, poser la question, sur, ouais, mais mon site internet, mais c'est vrai que la stat n'est plus à jour, mais j'avais mis, nombre de cafés pris avec les startups et j'avais mis nombre d'emplois, créés. Parce que et tu vois que c'est une courbe, qui grossit plus vite que le chiffre d'affaires. Donc il y a de l'emploi et après, même si, les startups, se plantent ou n'y arrivent pas, de toute façon, il y a une aventure humaine qui fait que les personnes, évidemment, vont grandir et que ça va être profitable. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de moyens qui sont mis dans la création, d'entreprises. C'est que c'est une bonne expérience, c'est de l'argent, qui est utilisé, en tout cas, pour favoriser, l'innovation et l'emploi, donc c'est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je remette la stat, à jour. si on veut te suivre, on te suit où? Alors, on me suit sur, LinkedIn Si on principalement. veut t'envoyer des dossiers aussi? Et c'est les dossiers également. Alors, j'utilise ensuite, moi, Shareable, c'est un super outil qui permet, de bien organiser, tout le deal flow puisque comme j'en reçois beaucoup,
je dois le structurer d'une certaine manière. Mais moi, dès qu'on m'écrit sur LinkedIn, de toute façon, j'ai un message qui est assez automatique aussi et qui reroute vers Shareable. Donc, on peut me contacter sur LinkedIn et dès que c'est un projet, je réponds systématiquement. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. J'essaye d'être réactive. Super. Merci beaucoup, Vanessa. Merci, Arnaud. Que t'avoir eu sur le podcast aujourd'hui. Bonne chance pour la suite. Et puis, à ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, Vanessa. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.